Chapitre 11. Meeva. Meeva ressemblait à Tohatao, le modèle favori de Gauguin. Les lèvres avaient exactement la même épaisseur moelleuse, les yeux graves, sérieux, un peu tristes. Le nez félin et la chevelure épaisse rappelaient bien la photo de la Vainée que Kohn avait regardée longuement au musée d'Essen. Meeva venait des Tuamotu et avait débarqué 9 mois auparavant à Papeete, pieds nus, avec une cage de poulet que les gens de son village lui avaient offerte à son départ. Kohn ne l'avait pas rencontrée tout de suite, et au cours des quelques semaines qui avaient précédé leur heureuse union, elle avait déjà su se faire une réputation à Papeete, parmi les tannés et les quelques rares popaas qui erraient encore à la recherche de la perfection, au lieu de se contenter de ce qui leur tombait sous la main. Kohn l'avait rencontrée aux obsèques de Rafa, le célèbre auteur de L'inflation humaine et de À bas la faim, qui avait passé le plus clair de sa vie à lutter contre la sous-alimentation dans le monde. À 55 ans, désespéré et rageur, vaincu par l'indifférence et les millions dépensés pour les armements et la course à la lune, la haine et la folie dialectique, Rafa s'était embarqué pour Papeete et, dès son arrivée, s'était mis à baiser à mort, comme d'autres se saoulent, par désespoir, pour oublier ou pour compenser leur sentiment d'impuissance. Cet homme aux cheveux blancs et aux yeux gris, qui crevait de bonté dans un visage fin et distingué, était animé d'une telle colère et d'une telle frustration que son impuissance semblait avoir pris la forme d'une virilité qui ne paraissait connaître ni âge, ni déclin, ni abandon. Il continuait à recevoir des télégrammes attardés de félicitations et d'encouragement des intellectuels autour de Bertrand Russell. Mais Rafa disait en riant que ces messages reconnaissants et admiratifs devaient s'adresser aux échecs qu'il avait connus aux Indes, en Afrique et dans le tiers-monde en général, plutôt qu'à ses efforts à Tahiti, lesquels étaient pourtant entièrement couronnés de succès. Kohn avait pu se rendre compte, par les récits des Vainés, du feu rageur et invincible brûlant dans l'âme de cet homme, pourtant vaincu, mais qui tenait encore à s'exprimer avec une ardeur semblable à celle de l'océan aux prises avec tous les rivages implacables. Lorsqu'un homme ne peut plus rien, il peut encore signifier. Rafa l'avait fait avec une telle résolution qu'il avait rendu l'âme dans les bras de Meeva, ce qui avait immédiatement conféré à la nouvelle, à peine arrivée de son lointain îlot, un prestige incomparable. Kohn l'avait amené dans son faré, et ce fut aussitôt le coup de foudre, suivi de beaucoup d'autres. Dans ce monde polynésien qui n'avait rien gardé de son passé, Meeva semblait avoir conservé, avec les siècles effacés, un lien personnel profond. Elle pouvait rester des heures à raconter à Kohn les légendes des atolls, des génies de l'eau détruits par le dieu Taharoa, et des 5 lunes au visage humain qui jetaient le mauvais sort, ou veillaient, au contraire, sur le bonheur de certains élus. Elle parlait du dieu Taharoa qui avait réussi à assujettir les 5 lunes et les avait fait tomber du ciel. Et c'est ainsi que furent formés les archipels et les îles de Bora Bora, Enuoa, Uaine, Raiatea et Tubuai. Elle parlait de Taharoa, de ses pirogues rouges, de ces guerriers comme si elle avait couché avec eux aussi, ou comme seuls eussent pu en parler parmi les Popaas, ceux qui avaient étudié le passé de l'Océanie dans les ouvrages de Willem Brandt. Kohn n'aurait pas pu mieux tomber. Avec Meeva, il se sentait encore proche de celui qu'il fut, comme dit Yeats, avant le commencement du monde. Elle avait une voix douce et profonde à la fois, avec cet accent de gorge des Tuamotu, qui n'était pas sans rappeler singulièrement l'accent allemand ou scandinave. Son père était le chef de l'île de Takoulé, et il l'avait engendré à l'âge de 60 ans, avec l'aide, disait-elle, de la lune matinale, celle qui donne, à l'aube, avant de s'éteindre, la force qu'il faut à l'homme qui s'éveille pour faire de son mieux. Sa mère l'avait offerte en cadeau à des amis, venus d'une île voisine, celle de Raroia, selon la vieille coutume polynésienne, du don de son enfant à ceux qui veulent avoir un descendant étranger à leur sang, afin de mieux l'aimer. Elle était venue à Tahiti parce qu'elle en avait marre de bouffer du poisson. Kohn, qui prétendait avoir horreur du folklore, des légendes, des rites ancestraux, de la présence du passé, des dieux, des mythes. Ces mythes qui n'étaient plus qu'un alibi métaphysique offert aux cumerdeux des déshérités, ne se lassait jamais d'écouter les récits de Meeva, uniquement, prétendait-il, parce qu'elle avait une voix qui le touchait toujours à l'endroit le plus sensible. Kohn. Eh ? Il aimait sentir son ventre sous sa joue, sous ses lèvres. Il aimait palper ses seins,
bien qu'il s'estimât beaucoup plus un homme de cul qu'un homme de miche. Il aimait avoir, comme en ce moment, les mains sous ses fesses, le visage contre son ventre. C'était très bon, chaud, plein, solidement tenu, terrestre. La fin de la nostalgie. Certes, les seins étaient une très belle chose. Poser le creux de la main sur un téton, sentir ce museau aimable, mais leur tendresse même, leur vulnérabilité, avait quelque chose d'éphémère, tandis qu'un beau cul saisi à pleine main vous procurait un sentiment de durée, de réalité. On tenait enfin quelque chose de sûr. Con, pourquoi que tu peins jamais? C'est de l'art abstrait, ce que je fais. Tu n'y comprends rien. Tu sais, des fois j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Le ventre était vivant et chaud, sous sa joue, et la question de l'âme n'avait pas à se poser. C'était un mythe dans le genre du dieu Taharoa et des 5 lunes punies qui tombent dans l'eau pour former un archipel. Con, arrête. Il n'avait pas pu résister. C'était trop près, à la portée de ses lèvres. Mais Eva palpitait encore lorsque Con leva le nez et vit le groupe des touristes qui descendaient avec prudence le chemin entre les palmiers. On les amenait partout en autocar, mais on les laissait faire une centaine de mètres à pied pour leur procurer un sentiment d'aventure et d'exploration. Ce qu'il y avait de plus laid, ce n'était pas seulement les hommes avec leurs shorts au-dessus du genou et leurs petites chaussettes. C'étaient plutôt les matrones à lunettes noires et cheveux gris, vêtues de paréos multicolores. Ça y est, les voilà. Allez, au boulot. La cascade était à 20 mètres. Il n'y avait pas à se dépêcher, mais Eva tenait à prendre un bain d'abord. Con mit son pantalon, sa chemise bleue et sa casquette, après les avoir traînés dans la terre pour qu'ils n'eussent pas l'air trop propres. Dépêche-toi. Elle était debout dans l'eau jusqu'aux hanches, parmi les rochers. Comment c'était? Déjà? Mais enfin, mais Eva, je t'ai montré le tableau 20 fois. Je mets le paréo? Évidemment. C'est comme ça dans les chefs-d'œuvre. Il lui jeta son paréo rouge à grandes fleurs blanches. Dans le tableau de Gauguin, le paréo était blanc et le sujet était un garçon. Mais Bizien ne voulait pas de ressemblance absolue, pour qu'on ne crût pas à une mise en scène. Les touristes devaient tomber sur ce tableau vivant par hasard, au cours d'une promenade. C'était plus émouvant. Mais Eva touchait 50 francs par séance. Là, tu te mets sur le rocher et tu bois à la cascade. Mais je vais me casser la gueule. Mais non, ils ont fait des marches en ciment sur le rocher, exprès pour ça. Elle grimpa sur le rocher et se pencha vers la cascade. Con dut reconnaître que c'était parfait. Une immense feuille de fougère géante, à gauche, la cascade, la vainée qui buvait. Il s'assit sur le rocher, prit le litron de vin et le porta à ses lèvres. Il entendit le clic-clac des caméras derrière son dos, la voix de Puccioni qui débitait son boniment. Gauguin aimait peindre les femmes aux charmes abondants, qui symbolisaient à ses yeux les fruits de la terre. Con se tourna de profil vers les touristes pour leur permettre de prendre leurs photos souvenirs du paria des îles avec sa vainée. Il se dit qu'avec son air de conquistador, assis sur son rocher, il devait ressembler à Prométhée. Malheureusement, il était complètement claqué, même après que les touristes furent partis, quand Méhéva revint vers lui. Il n'eut pas la force de tendre la main vers le feu sacré.